Bonjour. Bonjour à tous. Alors, la présentation va commencer. Donc, on accueille Laurent et Priscille pour cette intervention qui va durer donc 45 minutes. Donc, je leur laisse la parole et n'hésitez pas du coup à intervenir dans le chat ou dans les questions et réponses. On sera un maximum réactifs sur les sujets. Bonne présentation à tous. Merci. Merci. Merci Alison. Donc bonjour à tous. Alors alors tiens, avant de commencer, juste sur l'interface, vous pouvez, si vous trouvez que les slides sont un peu trop petits ou que la présentation est un peu trop petite, vous avez un petit bouton pour la passer en grand écran. L'inconvénient du grand écran, c'est que vous ne nous verrez pas, mais bon, à un moment donné, je pense que dans la session, il y a des moments où on parlera, vous pouvez rebasculer sur nous. Il y a des moments où on présentera un peu plus, on présentera des choses à l'écran. Donc là, vous pouvez basculer sur les slides. Donc bonjour à tous, merci d'être là. Donc aujourd'hui, on va vous parler de PO pour les nuls. Donc avant de commencer cette présentation, je vais vous raconter un peu l'histoire de cette présentation. Cette présentation, ça fait quelques années qu'on l'a jouée à Gilles Grenoble. Moi, ça fait quelques années que je fais partie de l'organisation et on s'est aperçu que chaque année à Gilles Grenoble, même si ça fait 11 ans aujourd'hui qu'il y a à Gilles Grenoble, il y a toujours plein de débutants, plein de gens qui se posent des questions sur le rôle de PO, de Scrum Master, de l'agilité, les bases, qu'est-ce que c'est? Et du coup, on avait fait cette session qui était là pour rappeler les bases de qu'est-ce qu'est un PO dans le monde de l'agilité. Donc voilà un peu l'histoire de cette présentation. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes deux pour vous en parler. Je vais commencer en n'étant pas galant. Donc moi, je suis Laurent Tardif. Aujourd'hui, je suis coach chez Zenica. Et ma binôme aujourd'hui, c'est Priscille. Donc je vais la Voilà. laisser se présenter. Alors bonjour, donc moi c'est Priscille, je suis agiliste. Actuellement, je suis en mission de facilitatrice chez Bedrock, donc qui est une plateforme de streaming. Mais sinon, je suis aussi product owner, notamment parmi les expériences qui ont marqué ma pratique. J'ai été PO pour le site servicepublic.fr et aussi le site Roland Garros. Donc voilà, deux refontes qui ont fait la PO que je suis maintenant. Voilà. Et sinon, j'ai rajouté une petite photo de chat parce que je pense que c'est toujours important dans une conférence d'avoir des petits chats. Voilà. Merci Priscille. Donc du coup, on s'est présenté et du coup, dans cette présentation, on vous demandera aussi d'interagir, de participer avec nous parce que finalement, la meilleure façon d'apprendre et de comprendre des choses, c'est de le faire de façon collaborative. Donc la première chose qu'on va essayer de vous faire, alors on va utiliser un outil de sondage en ligne comme a fait notre superbe oratrice avant. On a mis dans la section questions-réponses, donc ça dans l'écran, vous avez une section questions-réponses sur la droite où vous avez 7 questions qui sont posées et en fait vous pouvez voter sur les questions qui vous plaisent. Donc là, on va pas vous demander de voter sur les questions qui vous plaisent, on va vous demander de voter sur quel est votre rôle aujourd'hui, quel est votre poste. Est-ce que vous êtes PO? Est-ce que vous êtes Scrum Master? Est-ce que vous êtes chef de projet? Est-ce que vous êtes développeur? Est-ce que vous êtes manager? Est-ce que vous êtes programme manager, programme directeur, directeur de programme, directeur de projet? Alors, j'ai pas mis DevOps, j'ai rentré ça dans Dev parce que ça, c'est aujourd'hui, il n'y a pas des devs et des ops, il y a des devs, il y a des gens des réalisateurs plutôt. Voilà, prenez dev au sens réalisateur, personnes qui font. Et si vous êtes autre, si vous êtes sur un rôle qu'on n'a pas pensé, n'hésitez pas à voter sur autre. Donc du coup, c'est pour savoir un peu aujourd'hui qui est présent dans la salle, et c'est assez important. Donc le temps que vous votiez, qu'on ait notre petite idée de qui est présent dans la salle. Oui, merci Stéphane pour les coachs aussi, c'est important. Donc il y a pas mal de développeurs, des PO, des chefs de projet, des Scrum Masters. Et du coup, dans la session, on vous demandera d'interagir. Alors, je sais que tout le monde n'est pas forcément à l'aise à monter sur scène, parler, partager. Donc n'hésitez pas. Dans le chat, vous avez la possibilité de lever la main. Quand vous levez la main, ça veut dire que potentiellement vous avez une question, que vous voulez participer. Nous, on va l'utiliser pour vous inviter à monter sur scène. Donc une fois que vous êtes sur scène, vous pouvez activer votre micro ou votre caméra et vous pouvez interagir avec nous. Donc ça, c'est quand on a des questions. Et si vous voulez simplement répondre dans la section questions-réponses ou dans le chat, vous pourrez aussi. Et donc voilà, on essaiera d'être assez interactif, malgré le fait qu'on soit à distance. Ça fait partie de la présentation. Sachant que si vous montez sur scène, vous serez enregistré. Voilà. Faut le savoir en avance.
Merci de la précision puisque la session est enregistrée. Donc du coup, on a majoritairement des développeurs avec pas mal de chefs de projet, de product owners, de managers, de scrum masters, de coachs. Et ben c'est très bien. Donc merci pour vous être présenté entre guillemets. Et du coup, on va discuter un peu de vos attentes. Donc là, s'il y a des personnes qui veulent partager leurs attentes de la session, n'hésitez pas à lever la main sur les participants. Alison les fera monter sur scène et on pourra interagir avec vous. Ou si vous êtes plus timide et que vous préférez parler sur le chat pour les questions. Alors Stéphane, pour ta question, on répondra à la fin pour contractualiser avec les services publics. On va parler PO, hein, attention. Voilà, par les PO, enfin dans la session en tout cas. Alors, attends, hop, je me permets. Alors, on a mis des exemples dans les bulles de types d'attentes que vous pourriez avoir autour du rôle, des compétences. Donc, voilà, maintenant, on attend que vous complétiez avec vous quelles sont vos attentes. Confirmer les acquis pour Clément. Ok, merci Clément. Alors, je vais prendre les noms un peu au hasard. Hein. Si Martin, Julien, Laurence, Philippe, Ronan, Sarah, Sylvaine, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous avez des attentes, le meilleur avantage de nous dire un peu ce que vous attendez de la présentation, c'est qu'on pourra s'adapter finalement à vos attentes et essayer d'y répondre au mieux. Il y a des attentes sur l'écriture des US. Donc, est-ce qu'il faut avoir toujours le même formalisme? Ouais. Bien comprendre la différence entre le client et le PO. Découvrir le rôle général. Ah, la différence entre PM, alors PM, je le prends sans programme manager. Clément, si tu mets autre chose derrière, n'hésite pas à le préciser PM. Peut-être product Au product marketing. Au product marketing. Product manager, ok. Product manager, merci. Comment bien choisir le PO? C'est une très bonne question. Comment devenir PO? Ok, rôle et responsabilité. Tout à fait. Super. Ok. Bah, ça tombe bien. C'est un peu l'objectif de la session, c'est de partager un peu tout ça. Et PO Scrum Master, qui fait quoi? Très bien, c'est une très bonne différence. Alors ça, celle-là, je l'aime bien parce qu'au début, ça permet d'en parler un petit peu et de parler du Scrum Master qu'on ne parlera pas beaucoup. Moi, le PO et le Scrum Master, je les compare souvent entre le juge et le policier. Dans la vie de tous les jours, c'est qu'il y a quelqu'un qui est là pour faire respecter le process et aider l'équipe à grandir. Ça, c'est le rôle du Scrum Master. Et c'est que ça son rôle. C'est vraiment s'occuper que l'équipe progresse et que le process soit en place et respecté. Et après, il y a un PO, on verra exactement ce qu'il fait, mais l'idée principale est de définir un produit et de s'assurer que l'équipe réalise, entre guillemets, ce meilleur produit. Donc là, comment va se dérouler la séance? Eh bien, la séance, on va au début pas mal vous solliciter pour savoir un peu pour vous quelles sont les choses importantes. Qu'est-ce que vous pensez savoir du rôle de PO? Et ça, on le notera et on partagera un bureau interactif où vous verrez un peu ce que chacun pense du rôle de PO. Et à partir de ce que vous pensez, on complétera, ou on affirmera, ou on confirmera un peu ce que fait le rôle du PO. Et après, dans une deuxième partie, de la présentation, on formalisera un peu plus le rôle de PO et on essaiera de vous donner pas mal de références. Alors, soit biblio pour que vous puissiez compléter votre connaissance, ou des ateliers ou des activités que le PO utilise couramment, justement pour faire certaines parties de son activité. Et on parlera de la différence entre le PO et le client, parce que ça a l'air de vous plaire. Donc, comme je l'ai dit, on vous posera plein de questions. N'hésitez pas à lever la main. On vous invitera à passer sur scène. Comme disait Lisette, c'est important dans un échange, surtout à distance, de pouvoir voir les gens, de pouvoir échanger avec eux et pas faire qu'un long monologue. Hein. Même si j'aime bien parler, c'est quand même plus intéressant de partager. Et et sinon, on pourra toujours utiliser le chat pour poser des questions. Voilà. Très bien. Alors, on attaque? On y va. C'est parti. Alors, qui est le Product Owner? On peut vous répondre déjà très rapidement sur ce qu'est le Product Owner. De base, le Product Owner, c'est celui qui fait le lien entre l'équipe de réalisation et le client. Alors là, on a mis / l'utilisateur.
Pourquoi? Parce que le client, ça peut être à la fois le client, c'est-à-dire celui qui va payer pour le produit, mais ça peut être aussi au sein de la boîte, si c'est une grosse structure, par exemple, une personne qui demande. Donc là, ça va être le client au sein de la boîte. Ça, c'est le PO, on va dire au sens global. Et là, maintenant, ce qu'on souhaite faire avec vous, c'est d'aller dans le détail. Donc concrètement, on vous demande de faire chauffer vos micros et vos caméras. Alors là, on va avoir, c'est un test, vu qu'on est en remote. Ce qu'on veut vous proposer, c'est de faire monter 2 à 4 personnes sur scène. Donc ceux qui souhaitent peuvent lever la main. Ce qu'on va faire avec ces personnes, on n'attend pas de vous que vous ayez une grande connaissance du sujet. On attend simplement des gens qui ont envie de venir discuter sur la scène. Concrètement, ce qu'on va faire sur cette scène, c'est qu'on va discuter. On va discuter du rôle de PO. Quand vous pensez que vous n'avez plus rien à dire sur le sujet, vous pouvez simplement quitter la scène. Et à ce moment-là, quelqu'un d'autre qui a envie de participer à la conversation lève la main et rentre sur scène. Du coup, voilà, vous êtes les bienvenus sur scène. Soyez pas timide, exactement. Et en plus, je pense que c'est une occasion rare de pouvoir monter sur scène depuis chez soi, donc profitez-en. Alors, je ne sais pas si de chez nous, on peut voir quand les personnes lèvent la main. Est-ce qu'on peut voir ça? Oui. Alors moi, je le vois. Hop. Yeah. Bienvenue Damien. Bonjour. Et bravo d'avoir passé le pas. Alors, est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent nous rejoindre? Clément, est-ce que tu veux nous rejoindre? Finger pointing. Merci Sylvaine. Eh ben, on peut commencer déjà, peut-être Priscille, je peux te proposer qu'on peut commencer déjà un peu à échanger avec les personnes, comme ça montrera qu'on les mord pas, qu'on les mange pas, et que leur santé physique et morale n'est normalement pas trop atteinte, et que ça permettra de... Merci Clément. Merci Clément. Et du coup, est-ce que du coup, vous voulez nous dire qu'est-ce que, par exemple, pour vous, si vous me donniez une activité que fait le PO, ça serait laquelle? Comprendre le besoin du client. Alors, comprendre le besoin du client. Ok. Pendant ce temps, on va prendre les petites notes avec Priscille sur le board au fur et à mesure. Sylvaine, j'ai entendu que tu disais prioriser. Prioriser le backlog. Ouais. Qu'est-ce que tu mets derrière backlog? L'ensemble des user stories, de ce qu'il faut réaliser en activité pour arriver au MVP ou au produit que le client attend. D'accord. Du coup, ok. Pardon. Je vais me permettre juste un peu de vocabulaire pour les personnes qui sont pas forcément habituées au vocabulaire agile. Ce qu'on appelle user story, c'est un petit incrément de fonctionnel qu'on va rajouter au logiciel ou au produit qu'on fait. On a la notion de MVP que tu as utilisé. C'est le minimum valuable product. En gros, c'est la version minimale qu'on peut faire du produit ou la plus rapide qu'on va montrer à l'utilisateur. Et voilà. Et donc l'idée, voilà, c'est de définir. Et le backlog, en fait, c'est la liste des user stories. Donc c'est une liste d'éléments fonctionnels qu'il faut mettre dans le produit pour qu'il soit utilisable et vendable par les utilisateurs. On a aussi Sylvie qui nous a rejoint. Ouais, Bonjour Sylvie. Bonjour. Moi, j'aurais dit rédiger les US déjà aussi. Rédiger les user stories. Ouais. Et moi, j'aurais dit aussi partager la vision, l'objectif produit, le product goal. On entend maintenant un peu plus parler. À partager, accompagner, c'est la définition de cet objectif produit. Alors au départ, on avait prendre le besoin du client. On a aussi partagé la vision. Ensuite, on parlait de backlog. Comment on passe de prendre le besoin du client à partager la vision? Alors, comme j'avais dit sur la notion de besoin, par mon expérience, c'est beaucoup d'interviews et de reformulation et d'écoute active, en fait, de l'interlocuteur, comme vous l'avez dit, soit je dirais plutôt les deux, hein, le payeur et l'utilisateur, de ne pas focaliser uniquement sur un seul. L'utilisateur est fondamental, mais
Si évidemment le payeur, à la fin, il dit ça va pas du tout, ça va créer un blocage. Donc c'est bien d'avoir cette écoute active et cette reformulation. C'est comme ça que je l'entends pour le rôle du PO. Ok. Alors, je vais me permettre de le compléter un petit peu. Il y a quelque chose qui est assez difficile au début quand on est PO. C'est que souvent, un des biais qu'on a, c'est de faire ce que le client ou l'utilisateur nous demande. Et en fait, un des rôles du PO, c'est de vraiment remonter à ça et de ne pas s'arrêter à la demande du client. C'est vraiment d'essayer de comprendre le besoin. Ça, c'est quelque chose de très important. C'est que souvent, les gens, ils nous disent je veux une voiture. Et en fait, le vrai besoin, c'est de pouvoir se déplacer d'un point A à d'un point B. Et peut-être que s'il a besoin de se déplacer pour déposer les enfants à l'école ou aller chercher sa baguette de pain ou les croissants le matin ou pour aller au travail ou partir en vacances, eh ben, le besoin est un peu différent. Donc ça, c'est un des rôles du PO qui sera important, c'est d'écouter, comme tu disais, de façon très juste, la demande du client ou de l'utilisateur, mais d'être capable de gratter un petit peu derrière pour aller remonter à son besoin fonctionnel qu'il a. Okay. Donc il a gratté et ça lui permet d'élaborer une vision. Cette vision, à qui il faut la partager? J'ai une question là-dessus, Priscille. Ouais. Tu dis, en fait, tu pars du besoin pour après définir la vision. Est-ce que ça ne pourrait pas être l'inverse, en fait? Alors, c'est peut-être une question qu'on pourrait voir après. Hein. On peut se dire en décalé. Je pose la question à Damien, Sylvaine et Sylvie. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Alors, si je peux me permettre, je pense que c'est des niveaux qui sont différents, en fait. La vision, c'est le projet, c'est même l'entreprise, c'est où est-ce qu'on veut aller. Tandis que là, quand je parlais, moi, de besoin, c'est vraiment sur quelque chose de précis, de comprendre ce qu'il y a derrière. Pour reprendre ce que disait Laurent, la notion de se déplacer, voilà mon besoin. Mais une vision, ça serait beaucoup plus large que simplement se déplacer. C'est emmener notre entreprise quelque part ou autre. Donc, par écueil, j'ai souvent fait des projets où les équipes avaient parlaient de vision alors qu'on était en train d'essayer de répondre à des problématiques de besoin. Voilà. Donc, je pense que ce sont simplement des niveaux bien différents. Oui, je suis assez d'accord aussi. Ouais. Ok. Et après, alors, je pense que peut-être Clément, il y a aussi un deuxième sens de lecture à ta question, c'est est-ce que toutes les fonctionnalités viennent de demandes ou de besoins clients, ou est-ce qu'il y a certaines fonctionnalités qu'en tant que PO, on peut imaginer ou anticiper ou vouloir ou penser qu'ils peuvent être utilisés au client, même si celui-là nous ne demande rien. Et en fait, c'est un peu les deux côté PO. C'est que des fois, on va collecter des besoins, des fois, on a des intuitions ou des fois, on a le sentiment que. Et on verra, on discutera aussi comment on fait pour valider ces intuitions et ces hypothèses-là dans le process pour que cela soit relativement efficace. Donc là, pour le moment, on a parlé du PO en tant qu'écriture d'user story. Des fois, on a parlé un peu de backlog, on a parlé de collecte des besoins. Qu'est-ce que fait d'autre le PO? Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Il partage avec l'équipe quand même. Enfin, oui, il partage avec l'équipe les besoins. Il fait comprendre à l'équipe ses besoins. Voilà, il est moteur aussi par rapport à l'évolution qu'on veut faire apporter au produit. Voilà. Il valide les développements. Enfin, voilà. Alors, le PO, il est amené à travailler avec qui? Parce que tu parles d'équipe. Et c'est super intéressant. Et donc, qui on peut imaginer dans l'équipe, déjà pour commencer? Les développeurs. Enfin, moi j'entends par équipe, oui, développeurs, éventuellement, bon, Scrum. C'est une question un peu délicate, hein, là. Ouais. J'assume le... Je pensais plutôt développeur, là, pour le coup. Ouais. Testeur, oui, voilà. Ouais.
Est-ce que vous pensez que le client fait partie de l'équipe ou pas? Non. C'est une question piège. Ouais. Oui. Il peut y avoir des débats sans problème. Tout dépend le client. Tout dépend, j'ai envie de dire, sa maturité aussi. À réaliser un produit et aussi tout dépend de sa disponibilité. C'est pour ça qu'on met en place aujourd'hui pour moi un PO. Hein. C'est la disponibilité du client. C'est parce que le client pourrait tout à fait faire le rôle du PO s'il est totalement disponible et qu'il peut répondre et expliquer les besoins facilement pour que l'équipe qui travaille sur le projet, alors l'équipe globale, travaille sur le projet puisse comprendre ses besoins. Et donc ça, pour moi, c'est pour ça que le client pourrait intégrer en fait l'équipe, mais il peut potentiellement ne pas l'intégrer, parce qu'il y a son représentant qui est le PO, à mon avis. Alors, je vais mettre Alice. Je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis. D'accord, ok. Attends, Il y a Alison, Juste tu veux- il y a eu pardon. des petites réactions dans le chat, si vous voulez lire après pour définir un peu le rôle du PO, si vous voulez jeter un œil pour alimenter un peu plus vos informations. Ouais. Voilà. Effectivement. Merci. Je me suis permis de rajouter budget, les 2-3 petites notes. Merci Alison dans le chat. Alors Clément, je vais mettre un petit bémol à ce que tu dis. Okay. Est-ce que le client pourrait être le PO? Alors là, je te donne mon avis pur personnel. Hein. Déjà, ça sous-entend que tu n'as qu'un client et qu'il est d'accord avec lui-même. Dès que tu as plusieurs clients, ça devient un peu compliqué. Après, quand on parle de clients, souvent on oublie des clients. C'est-à-dire que les clients, c'est toutes les personnes qui, pour une raison quelconque, soit te financent ton projet, soit payent pour le projet, soit en sont utilisateurs au sens très très large du projet. Alors, j'ai essayé de m'expliquer. T'es éditeur de logiciels, tes clients sont les gens qui vont payer pour le projet, mais tu as aussi potentiellement ton manager, tu as aussi potentiellement ton entreprise et son image de marque, tu as aussi peut-être les gens qui sont responsables de l'RGPD et ce genre. C'est pour ça que le terme de client qui peut être le PO, c'est un peu délicat. Du coup, je vous laisse compléter un peu si vous avez d'autres points que vous voulez montrer. Alors, je crois qu'il y aura un problème de connexion au passage. On pourra revenir sur la partie client. C'est très intéressant et je pense que c'est effectivement pas défini clairement. Et c'est à chacun de voir en fait comment il l'intègre dans le projet. Par contre, il y a la question de à quel point il est engagé sur ce projet ou pas. Est-ce que c'est juste lui qui donne les ordres ou est-ce qu'il va faire partie du processus de construction de la vision et du produit? Donc là, pour vous, à quel point vous pensez qu'il doit être présent dans le projet? Dans l'idéal. Oui. Tel qu'on essaye de l'appliquer, et peut-être qu'il faudrait l'appliquer aussi, c'est d'avoir le client au moins représenté lors des démos pour que l'équipe sur le résultat du travail. Alors, on n'a pas très bien entendu, mais j'ai entendu que tu disais la présence dans les démos pour faire quoi? Pour valoriser le travail des coéquipiers. Pour le client, pour valoriser le travail des coéquipiers? Ouais. Ok. Alors, bon, ce qui est bien dans la démo, c'est aussi de vérifier que c'est bien en accord avec ce qu'il espérait et aussi de prendre en compte son retour. C'est-à-dire, peut-être que lui, en visualisant le produit, il va se dire « Ah, maintenant que c'est développé, en fait, ça m'inspire d'autres choses. J'aimerais plutôt partir dans une autre direction ou compléter la direction que j'avais déjà imaginée. » Donc, à ce moment-là, il ne va pas seulement valoriser l'équipe, il va aussi être là pour enrichir sa vision du produit. J'ai vu passer… Alors, ouais.
Oui, vas-y. Ah, pardon. Je vais juste compléter un petit peu en donnant un autre exemple. Ça, c'est mon expérience personnelle. Il y a plein de cas où les clients ou les utilisateurs ont besoin de voir et de manipuler pour se rendre compte et de comprendre leurs vrais besoins. Et moi, ça m'est arrivé de faire des démos où l'équipe a fait exactement ce que le PO avait demandé. Le PO a fait exactement ce que le client a demandé. Et à la démo, le client, il a fait « Ah ouais, c'est ça que je vous ai demandé, mais c'est pas ça que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. » Et ben voilà, ça arrive. Ça sert aussi à valider. La démo sert aussi à faire prendre conscience de ses vrais besoins. Et des fois, on s'est tous plantés sur la demande ou la compréhension de la demande, ça arrive. Et ça, c'est un des intérêts des démos, c'est qu'on a un feedback assez tôt. Parce que finalement, c'est aussi ça qui est intéressant dans l'agilité, c'est que la démo se fait pas au bout d'un an ou 2 ans de projet, elle se fait au bout de 15 jours. Ouais, Donc ça veut dire que… moi, Oui. j'ai du mal quand même à avoir le feedback des clients, en fait, au vu de la démo. Alors, je sais pas comment vous faites les démos, mais enfin, nous, c'est pas en présentiel, hein, c'est en visio. Mais c'est vrai que le fait de présenter le produit, bon, les gens regardent, ok, mais on a du mal, en fait, à avoir un feedback juste dans une démo d'un quart d'heure, 20 minutes, quoi. Enfin, voilà, de ce qui a été réalisé. Donc, c'est Et vrai est-ce que… je ne sais pas si vous avez des idées pour en avoir un peu plus, mais bon, voilà. Alors, je vais semer de petites graines. Hein. Est-ce que vous les faites manipuler? Ben non, comme c'est à distance, effectivement, ils n'ont pas accès. En fait, enfin, nous, on travaille en sprint de 3 semaines avec des releases de 3 mois. Donc, en fait, ils ont la version finalement que 3 mois après, après les démos. Donc, c'est peut-être un peu plus compliqué, effectivement. Ouais, j'aurais tendance à vous dire que c'est pas parce que c'est un remote que les gens peuvent pas tester. Et moi, j'ai même vu des systèmes bancaires ou des systèmes j'ai travaillé avec des gens qui faisaient des caisses enregistreuses dans des grands magasins. Et en fait, ils ont mis en place des systèmes où toutes les 3 semaines, il y avait des caissières qui venaient pour tester la nouvelle version de la caisse enregistreuse. Et que dans la démo, une partie de la démo, c'est les gens qui manipulaient physiquement la caisse enregistreuse et qui faisaient le feedback à chaud. Et en fait, on parle dans les pratiques agiles, on va parler aussi de cercles d'utilisateurs, de cercles de clients favorisés avec qui, peut-être qu'en dehors de la démo, on les fera manipuler pour avoir du feedback. Mais c'est vraiment une des clés, c'est d'arriver à avoir ce feedback-là et pas simplement que la démo soit un one-man show. Il faut vraiment, vraiment aller chercher le feedback des utilisateurs. Et c'est là que le Scrum Master peut vous aider. Parce que le Scrum Master qui est là pour s'assurer que le process est en place, et parmi le process, c'est la démo, il y a du feedback. Et donc, le Scrum Master peut aider à avoir du feedback. J'ai vu passer une question sur est-ce que le PO doit être technique? Est-ce qu'il doit connaître les sujets techniques? Ça, c'est une question que j'adore parce que je fais partie des gens qui pensent que oui, mais non. Alors, qu'est-ce que c'est que mon oui, mais non? Imaginez qu'aujourd'hui, vous êtes PO chez Renault ou chez Peugeot, pour prendre des marques françaises, et votre rôle est de construire une voiture. Et que là, moi, je suis votre ingénieur motoriste et je viens vous voir et je vous demande est-ce que je mets un moteur 16 soupapes ou 14 soupapes? Est-ce que je vous mets un moteur électrique ou un moteur thermique? Et vous me répondez c'est ton problème, c'est toi le technique. Je peux vous garantir que je vais me faire plaisir et je vais faire une superbe voiture. Par contre, vous, en tant que PO, vous avez fait 0 choix et vous allez subir les choix que moi j'ai fait techniquement. Après, vous pouvez me dire, OK, je vais te mettre quelques contraintes, je veux que tu consommes pas trop, je veux que tu respectes les normes écologiques. Mais en fait, vous allez me laisser faire. Et en fait, c'est important que vous ayez le niveau de discussion nécessaire et suffisant pour que mon rôle à moi, en tant que personne technique, soit de vous dire, tu as le choix entre 3-4 moteurs, voilà les avantages, voilà les inconvénients, et que vous, derrière, vous fassiez le choix éclairé de quelle est la solution que vous allez prendre dans le produit. Et en fait, c'est un peu un équilibre des choses qui font que, je ne vous demande pas d'être capable d'écrire, de construire un moteur. Par contre, j'attends que la personne soit capable de choisir de façon éclairée entre 3-4 moteurs. Donc, c'est-à-dire qu'il faut connaître un peu comment ça marche, quels sont les avantages, quels sont les impacts sur le châssis, quels sont les impacts potentiellement sur le poids de la voiture, pour que vous puissiez choisir et faites votre arbitrage derrière. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que vous avez
vous, la qualité que vous allez devoir avoir, c'est plutôt de réussir à poser les bonnes questions aux personnes techniques pour qu'elles vous éclairent sur ces éléments-là qui vont vous permettre de trancher. Voilà. Par exemple, moi, je suis pas du tout technique, mais voilà. L'intérêt, c'est de comprendre la technique et si vous comprenez pas, vous allez avoir un problème rapidement. Si les personnes n'arrivent pas à vous expliquer aussi avec des mots clairs la partie technique, il y aura un problème à nouveau. Et si on parle notamment des user stories et pas des tâches techniques, la plupart du temps, c'est parce que on veut que ça ait un lien avec le produit à chaque fois. Ça va pas être que des choix techniques et on fait avancer un truc, à la fin, ça sera un superbe produit technique. Ce qu'on veut, c'est quelque chose qui va servir à un utilisateur au final. Donc, ça aura toujours un lien avec l'utilisation finale. Et vous allez devoir justement réussir à chaque fois à faire le lien entre la technique et le produit. Donc, c'est toujours ce rôle de traduction, d'essayer de comprendre ce qui se passe et de le traduire en besoin fonctionnel aussi. Alors, il est 10h30, Laurent. Ah, c'est oui. Merci. Alors, j'ai juste une petite question avant de, parce que j'avais dit à Priscille à 10h30, il faut qu'on arrête de papoter. Il y avait une question sur comment découper en PBI. Qu'est-ce que vous appelez PBI? François, qui a posé la question. Alors, tu peux écrire dans le chat ou ou monter sur scène. Est-ce qu'il est encore dans la salle? C'est ça. Il a vu qu'on ne parlait pas de PBI, qu'on n'a pas écouté sa question. À nous. Ah, il faut lever la main. Alors, tu lèves la main. Il faut lever la main. Et Alison va pouvoir te faire monter du coup. Bonjour. Vous m'entendez? Oui. Okay. On t'entend très bien. Bonjour François. J'avais un doute. Oui, les PBI pour moi sont les user stories. Okay. Et je suis un jeune, un nouveau PO. Et c'est vrai qu'entre nos anciennes méthodes où on écrivait avec ce qu'on appelle les functional requirements et nos projets, on est passé à un mode user story. Et souvent, je suis beaucoup trop macroscopique et l'attente des développeurs est à un niveau inférieur en termes de détails et où le découpage que je fais sont trop importants pour les sprints. Donc, en fait, ils ne rentrent pas. Okay. Et on se retrouve dans l'impossibilité de finir les sprints correctement. Donc, ça, c'est des éléments. Et puis après, arriver à fournir suffisamment d'informations pour que ce que je décris et ce que comprend l'équipe de développement. Voilà. Ok. Alors, je me permets de répondre rapidement, sachant que la réponse détaillée, on en parlera un petit peu plus tard dans la présentation. C'est pas que de ta faute. J'espère que ton Scrum Master est pas dans la salle et que ton équipe de développement non plus. Mais la responsabilité porte aussi en partie sur eux. D'accord. C'est-à-dire que quand tu dis je découpe trop, mes user stories sont trop grosses et dans le sprint l'équipe a du mal à le finir, et ben c'est là où on rentre un peu dans la responsabilité de l'équipe. C'est-à-dire qu'en démarrage de sprint, pour les gens qui font du Scrum, c'est leur responsabilité de dire non, on ne démarre pas le sprint, la user story est trop grosse, on peut pas qu'on va la finir dans le sprint. Et ça, c'est important. Dans le rôle de PO et de la relation avec le PO et l'équipe, il y a une cérémonie, donc là, on n'a pas trop parlé des cérémonies, mais qui est le sprint planning, où l'équipe a dit, voilà, voici la liste des user stories que le PO me propose, et nous, en tant qu'équipe, on promet, entre guillemets, on signe quasiment avec notre sang, j'exagère volontairement, qu'on va te finir ça pour la fin du sprint. Et donc, si l'équipe s'engage, elle engage sa responsabilité pour penser que c'est faisable dans le sprint. Si elle pense que c'est trop gros, eh ben, elle dit non, on peut pas, faut que tu redécoupes pour qu'on puisse te garantir qu'une partie sera faite dans le sprint. Et la personne qui s'assure que ce process est bien en place, c'est le Scrum Master. Donc, c'est là où je dis qu'il y a tout le monde qui est un petit peu responsable. Toi, tu fais un petit peu trop gros, mais l'équipe devrait te dire que c'est trop gros et ne pas les accepter au démarrage. Et le Scrum Master devrait s'assurer que c'est en place. Ok. Mais c'est compliqué et ça prend du temps. Nous, on a tendance à faire ça dans le backlog refinement.
Ouais, plutôt très bien. pour arriver en sprint planning quand même avec des US peut-être déjà formatés. Enfin, bon. Pierre, Ouais, c'est peut-être pas forcément non plus. c'est ce qu'on fait. Alors, on s'améliore. On a démarré il y a moins de 6 mois. Et Voilà. moi, je prépare donc les user stories. Je suis pas toujours seul d'ailleurs. Parfois, on est en binôme. Et on a ce qu'on appelle, nous, l'affinage. Donc, c'est le terme français, notre terme personnel. Donc, c'est 2 ou 3, c'est plusieurs séances en amont du planning qui nous permettent normalement de mieux préparer le contenu, de répondre aux questions et d'avoir une meilleure vision par rapport, d'avoir préparé en fait d'un point de vue technique les user stories. Mais malgré tout, et malgré effectivement un engagement à la fin de la cérémonie du planning, on s'aperçoit que ça marche pas à tous les coups et ça marche de mieux en mieux, mais ça a été très compliqué au départ. Oui, alors c'est normal. C'est l'intérêt aussi justement de l'agilité. Alors il y a de l'écho par contre. L'intérêt c'est justement de pouvoir s'améliorer au fur et à mesure, de tester des choses en équipe et vous allez voir au fur et à mesure ce qui vous va le mieux. Ce qui est important, c'est de ne pas être seul justement. Le PO n'est pas censé être technique, donc il doit travailler avec les personnes techniques le plus tôt possible. Comme ça, le plus tôt possible, vous allez voir si justement c'est pas découpé correctement, si c'est pas adapté, ou si au contraire ça fonctionne. Vous n'êtes pas censé tout savoir et c'est aussi le travail d'équipe qui va permettre de faire émerger la bonne solution. Après, c'est un vrai dilemme aussi parce qu'effectivement, j'essaye de travailler avec l'équipe technique, enfin, ou des personnes du dev pour cet affinage. Et en fait, quand on travaille sur l'affinage, évidemment, ils sont pas sur les développements du sprint en cours. Ouais. On a Alors, un dilemme qui est qu'est-ce qu'on fait, où sont-ils le mieux? voilà. Alors, je vais juste répondre à cette question-là et après, je vous propose qu'on bascule un peu sur la suite de la présentation. Sinon, on va avoir un petit problème de timing. Pour faire une version courte à ta réponse, l'idée de l'agilité, c'est pas de garantir que les développeurs passent 100% de leur temps à développer. C'est de garantir que un développeur, c'est juste pour information, pour que vous preniez conscience, un bon développeur écrit 400 lignes de code par jour en moyenne. C'est rien. Il passe beaucoup plus de temps à réfléchir, à comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. Et l'idée de l'agilité, c'est de s'assurer, on va dire, que pendant l'heure de travail efficace du développeur, il fasse la bonne chose de la bonne manière. Et en fait, plus il aura d'informations et plus vous aurez fait raffiner, discuter pour qu'il fasse la bonne chose et qu'il n'ait pas besoin de la redéfaire, de la remodifier après, et bien plus il... Alors c'est sûr qu'avec l'agilité, on parle un peu plus, mais en fait, il y a des discussions qui sont constructives et qui ont pour but de faire que le développeur sache exactement ce qu'il faut faire et la manière dont il faut qu'il fasse. Et pour donner un exemple, l'équipe que j'accompagne là, l'équipe a estimé qu'ils passaient 20% de leur temps à papoter dans les différentes cérémonies, dans les cérémonies de raffinement et des choses comme ça. Par contre, en termes de productivité, ils estiment qu'ils ont gagné 2 ou 3 fois ce qu'ils faisaient avant. D'accord. Donc, ils papotent un peu plus, mais ils délivrent beaucoup mieux et beaucoup plus. Donc, du coup, je vais arrêter de papoter. On va basculer un peu, on va voir rapidement un peu les inputs et résumer un peu tout ce que nous venons de voir. Donc, du coup, pour pas que ça soit trop petit, on va vous descendre de scène. Hop, que je peux faire. Merci à vous deux. Bonne journée. Merci. Merci à vous d'être monté, d'avoir été courageux. Oui. Pas du tout. Je suis pas allée au bon endroit. Je me balade. Voilà. Okay. Voilà, c'est tout bon. Alors, dans ce que vous avez abordé, on a parlé du partage de la vision. Vous avez parlé du partage avec l'équipe sur voilà, la vision construite. On ira un petit peu plus dans le détail de si seulement c'est avec l'équipe ou si c'est avec un peu plus de monde que ça. Est-ce que ça engage? Pour la création de la vision. Donc, je regarde Laurent, mais sinon j'y vais. Donc voilà. Non, j'y vais. Non, j'étais en train de regarder le timing et le temps qui nous restait et on est un peu à la bourre. Ouais. Du coup, ce que je te propose, Priscille, c'est de passer sur le slide qui résume un peu. On peut garder celui-là. De toute manière, ceux qui sont intéressés, on vous partagera les slides et on vous donnera les PDF avec tous les liens.
Et comme il reste officiellement 5 minutes, plus potentiellement 10 minutes de questions-réponses et le temps pour vous changer de salle, ce que je propose, c'est de faire un petit peu un résumé. Et Priscille, tu me coupes et quand tu veux compléter, n'hésite pas. Ok. En gros, si on reprend les choses un peu dans l'ordre du besoin du PO, et on va voir pourquoi le PO, c'est un peu un Superman qui va à la fois parler avec le client, l'utilisateur, l'équipe technique et toutes les personnes. C'est en fait, voilà, son rôle, il commence je collecte le besoin du client, les besoins d'utilisateur, j'essaie de comprendre un peu tout ça. J'ai des idées aussi qui me servent à enrichir le produit que j'ai envie de faire. Et donc, j'ai commencé à construire ma vision. Cette vision, je vais la partager avec le client pour comprendre est-ce que ça répond à ses attentes, à l'utilisateur, parce que des fois, le client et l'utilisateur n'ont pas les mêmes besoins, n'ont pas les mêmes attentes. Des fois, j'ai plusieurs clients, plusieurs utilisateurs avec des besoins clients. Donc, il faut s'assurer que la vision qu'on fait est cohérente et partagée par tout le monde. Et ça, c'est important quand on a plusieurs clients ou qu'on est dans une boîte où on a plusieurs services qui nous demandent des infos. Parce qu'à partir du moment où on partage les contraintes de chacun et les enjeux de chacun, tout le monde comprend pourquoi les choix sont faits. Et ça, c'est assez important. Une fois qu'on a cette vision, on va essayer de construire la roadmap. C'est-à-dire qu'on va essayer de faire des grosses fonctionnalités. C'était peut-être un peu le niveau à laquelle était la personne qui était sur scène qui disait j'ai des fonctionnalités qui sont un peu grosses. Donc là, on est au niveau macro-fonctionnalité. Une fois qu'on a ces macro-fonctionnalités, on va essayer de se dire lesquelles sont importantes comme première version. Qu'est-ce qui est acceptable? Et là, vous vous dites, j'ai envie de faire une boulangerie-pâtisserie, qu'est-ce qui est acceptable? Est-ce que j'attends d'avoir toute ma carte de gâteau, toute ma carte de pain? Ou est-ce que dès que j'ai une baguette et un sandwich, je peux ouvrir ma boulangerie pour que les clients puissent venir, que je puisse demander eux qu'est-ce qu'ils aimeraient dans ma boulangerie et collecter du feedback? Et en fait, ça, c'est un point important de l'agilité, c'est l'objectif de tout ce que vous faites. Posez-vous la question de quand c'est que j'ai un retour sur ce que je viens de faire. Je fais une roadmap, quand c'est que j'ai un feedback? J'écris une user story, quand c'est que j'ai un feedback? Et en fait, un des enjeux de l'agilité, c'est de réduire ce temps-là le plus petit possible. Et donc, du coup, j'ai une roadmap. Alors, la roadmap, il va falloir que je vais te couper simplement ce que tu avais écrit MVP. Donc, pour rappeler simplement, le MVP, c'est produit minimum viable. Et donc, c'est toujours cette pensée de qu'est-ce que je peux livrer qui va apporter de la valeur le plus rapidement possible pour avoir toujours un temps très court pour récupérer des retours et avoir aussi du business qui arrive le plus rapidement possible. Voilà. Et du coup, quand on a ces macros épiques, donc on appelle ça des épiques, c'est des fonctionnalités au sens large. J'ai besoin d'avoir un moteur dans ma voiture. Le rôle, ça va être de découper ces fonctionnalités en user story pour être capable de faire des petits éléments. Faire peur un peu aux personnes. Les user stories, moi, ce que j'aime bien dire, c'est à peu près une journée de travail, 2 journées de travail pour l'équipe. Il faut que ça soit tout petit, en fait. Et en fait, c'est votre intérêt que ça soit petit parce qu'on fait des petits incréments, on fait des petits éléments qui sont validables, montrables, testables, utilisables par les utilisateurs. Et en fait, c'est cette étape, une de ces étapes-là, qui est le plus dur pour les PO qui débutent. C'est comment je passe de ma fonctionnalité à plein de petits bouts d'épiques. Et ça, dans les liens qu'on met à la fin, il y a un article assez intéressant, c'est les 20 manières de découper une user story en petits bouts, sous-entendu. Il y a les techniques de Carpaccio, vraiment de faire des tranches fines fonctionnelles. Et donc, ça, c'est assez intéressant. Donc, ça, il y a des techniques. S'il y en a qui ont envie d'en parler un peu après, on pourra échanger là-dessus. Mais l'idée, c'est vraiment de découper en petite user story d'1 à 2 jours. Et là aussi, si vous n'êtes pas à l'aise, questionnez l'équipe et améliorez-vous au fur et à mesure. Vous allez trouver ensemble le bon découpage. C'est ça. En fait, on va découper au début trop gros, après on va faire trop petit, après on va séparer des fois le front et le back et on va petit à petit trouver la bonne granularité pour avoir un découpage qui n'est pas technique mais qui est fonctionnel et qui apporte de la valeur à l'utilisateur. Et donc, une fois qu'on fait ça, le rôle du PO est de s'assurer qu'à la démo, il collecte du feedback. La démo, c'est pas juste un show de ce qu'a fait l'équipe, c'est vraiment un endroit où on collecte un feedback de la part des utilisateurs, potentiellement des clients, potentiellement des autres équipes de l'entreprise dans laquelle on est. Et donc, il faut vraiment s'assurer qu'il y a un feedback et une relation de confiance qui soit là pour que les gens vous fassent des retours. Et là aussi, donc, ça, c'est important. Je rajoute, parce que j'étais pas sûre tout à l'heure de ce que j'avais entendu, le feedback, c'est à chaque démo, c'est-à-dire à chaque sprint. C'est pas à chaque mise en production, à chaque release.
dès que vous avez quelque chose, vous le montrez. Donc, le plus tôt possible. Voilà. Et je rappelle que les cérémonies Scrum, c'est des garde-fous. C'est pas le moment où il faut le faire. Par exemple, la démo, c'est si vous n'avez pas eu de feedback de vos clients, de vos utilisateurs avant la démo, eh ben, au moins vous l'avez à la démo. Mais personne ne vous interdit de le faire avant. De la même façon, la sprint review, c'est le moment avant le sprint pas la sprint review, le backlog refinement ou la spécification, la spécialisation ou le découpage des user story doit se faire avant le sprint planning, mais personne ne vous oblige de toutes les faire d'un coup. Vous pouvez le faire au fil de l'eau avec l'équipe ou avec les quelques personnes qui ont envie de travailler sur la user story. Donc ça, c'est pareil. C'est garder à l'esprit que les cérémonies sont des garde-fous et que c'est pas forcément le moment à tout prix où il faut le faire. Ça peut être fait en amont. Et en fait, plus c'est fait tôt, mieux c'est. Et du coup, le PO, c'est un peu la personne qui a un peu à tout faire parce que c'est quelqu'un qu'on demande à la fois de comprendre les besoins du client, donc potentiellement qui se rapproche un peu des métiers du UX designer, des gens qui ont ces capacités-là. Ils sont amenés aussi à faire potentiellement des rôles, des groupes de clients, des groupes d'utilisateurs pour collecter du feedback. C'est la personne qui est capable de faire la roadmap, donc de faire le plan, de faire le découpage, de spécifier les user stories, donc un petit peu le métier d'analyste. C'est la personne aussi qui va discuter avec la technique, donc c'est un peu la MOE de la MOA, c'est voilà. Et c'est la personne qui va les faire encourager la démo, collecter du feedback et potentiellement gérer tout ça. Donc c'est super compliqué. Et une chose importante, le PO c'est un rôle et c'est pas une personne. Ça veut dire que pour faire le rôle de PO, on peut se faire aider de plusieurs personnes et plusieurs personnes doivent contribuer. Donc, par exemple, si vous, en tant que PO, vous n'êtes pas un spécialiste de la collecte des besoins utilisateurs, vous pouvez vous faire aider d'un UX designer. Si vous n'êtes pas un spécialiste de l'écriture et des choses, vous pouvez vous faire aider dans l'écriture de user story par quelqu'un ou par l'équipe de développement qui peuvent les écrire. Par contre, c'est vous qui êtes garant de ce qui est écrit. Donc ça, c'est vraiment important, c'est cette notion de rôle, parce que c'est utopique de penser qu'un PO puisse tout faire. Donc ça veut dire qu'il y a certaines choses, et en fonction des appétences de chacun, il va se faire aider de personnes différentes, et il faut qu'il utilise les compétences de l'équipe au mieux pour que ça se passe bien. Du coup, il est déjà 10h50. Ce que je vous propose, c'est que si vous avez quelques questions, de ne pas hésiter à les poser dans la session questions-réponses ou dans le chat. On va essayer d'y répondre. Et après, nous, on traînera dans l'atrium. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir à une table. On sera ravis d'y répondre. Et voilà. Et technique de découpage, j'ai vu que Sylvie et Assia, vous mettiez de petits mots. Petite idée des techniques de découpage. Il y a certaines techniques où on a tendance à dire on fait le cas simple et on fait les cas limite après. Il y a des techniques, on dit on fait un petit volume d'informations et après on fait le gros volume d'informations. Il y a des cas où on dit on fait une partie de la fonctionnalité et on complétera la fonctionnalité plus tard. Par exemple, je fais un système de login avec authentification. Je commence déjà à faire un login où je peux me connecter, mais j'ai des permissions un peu larges au début et après je mets le système de permissions. Donc c'est très très large. Et alors, en fin de la présentation, on mettra toutes les références qui vont bien pour aller lire de PO. Pour ceux qui connaissent pas, il y a Kniberg qui est super connu. On mettra la référence, qui a écrit un très bon bouquin sur le rôle de PO. Et c'est un très bon point d'entrée pour ceux qui démarrent et qui se posent. Et après, on mettra les références sur les différents sujets thématiques pour vous aider à bien creuser. Et c'était un peu court. On n'a pas eu le temps de parler de tout. C'est court, 45 minutes. Ouais. Du coup, en plus, on est bavard. On passe aux questions, du coup. Je vais passer à Il y a une question, c'est comment faire pour éviter des dépendances des gens qui se marchent dessus lorsqu'on découpe une fonctionnalité en petite user story. Et ça, Clément, c'est un gros challenge parce que c'est là que ça demande une interaction très forte entre les personnes techniques et les PO pour finalement penser le logiciel de manière un peu différente. Et là, c'est des chamboulements un peu dans les mentalités, les habitudes de chacun.
pour que le logiciel soit le plus proche possible des fonctionnalités techniques, métiers, pardon, des utilisateurs. Et du coup, c'est là que on va changer un peu les architectures logicielles, elles seront un peu différentes. Et le but, c'est que les fonctionnalités ou le découpage soient le plus indépendant possible et qu'il y ait le moins d'interactions possible. Et ça, dans des logiciels qui existent depuis longtemps, c'est compliqué à mettre en place parce qu'il faut changer des choses qui se font au fil du temps, petite étape par petite étape. Sur un logiciel neuf, normalement, on voit émerger des pratiques comme le domaine des domain driven design ou des choses comme ça, où on s'aperçoit que les architectures logicielles matchent les besoins fonctionnels des clients et du coup, elles sont relativement isolées et séparées. Donc, on a de moins en moins de tâches dépendantes ou de bouts de code dépendants ou de personnes qui travaillent au même niveau dans le code. Ensuite, dans les questions, il y avait, donc je pense qu'on a répondu sur la partie technique. Ensuite, j'ai l'impression que le PO a un rôle important de transcription d'un besoin métier en US. Cette transcription semble délicate et demande une certaine expérience. Alors, moi, je pense pas. Parce que c'est pas la transcription, c'est du partage. Donc, le PO va avoir un rôle plutôt de rassembler les personnes et de construire avec eux le produit. Donc, à partir du moment où c'est construit avec eux, tout le monde va partager la vision. Le PO, il doit plus être dans la communication que dans la transcription par écrit. Ça, oubliez tout de suite tout ce qui est écrit. C'est bien, c'est utile, mais l'important, c'est surtout que vous communiquiez et que tout le monde comprenne quelle est la vision derrière de ce que vous êtes en train d'imaginer. Voilà, le but, c'est que tout le monde le visualise. Donc, une certaine expérience, à la limite, essayez de pas trop être timide, quoi, et aller voir les gens. Voilà. Je vais vous donner un exemple. J'accompagne en ce moment une personne qui était anciennement MOE et qui avait l'habitude d'écrire des cahiers de spécification de plusieurs kilomètres. Et en fait, la semaine dernière, il s'est passé quelque chose. Elle a parlé de ce qu'elle avait besoin avec l'équipe de développement à l'oral. Elle s'est assise à côté du développeur, à distance, virtuellement. Et le développeur a codé en même temps qu'elle parlait et ils ont échangé. Et le commentaire qu'elle a fait à la fin, elle a fait génial. Il a fait exactement ce que je voulais. Il m'a fait changer mon avis. On a discuté, on a interagi et ça s'est super bien passé. Alors, je dis pas qu'il faut tout faire derrière le développeur et c'est compliqué et de plus écrire, mais c'est juste pour donner un changement de mentalité qui peut se passer et qui peut bouger. Et pour la question de quel est le profil idéal d'un PO, j'aurais tendance à dire c'est quelqu'un qui est capable de comprendre le besoin, de le reformuler et qui est surtout capable d'avoir qui est capable d'écouter, de partager et d'embarquer les équipes. Parce que finalement, un des rôles de PO dont on n'a pas parlé, c'est que l'équipe de développement, c'est pas des gens à votre service qui doivent faire leur travail. C'est des humains et vous devez les embarquer dans votre projet. C'est-à-dire que votre projet, c'est de faire un produit et une de vos missions, c'est de motiver l'équipe technique. Vous allez dire, c'est paradoxal, c'est leur métier de développer, oui. Mais une équipe, elle travaille beaucoup mieux s'ils partagent votre engouement pour le produit que vous êtes en train de faire. Et un des rôles du PO, c'est d'embarquer l'équipe technique dans son rêve de produit. Et donc, le bon PO, c'est la personne qui arrivera à faire ça. C'est pas la personne qui dira à l'équipe de dev, faites ça, ça, ça. Ça marchera pas, vous aurez des gens démotivés derrière. Pour avoir des gens motivés sur votre produit, un de vos rôles importants, c'est de faire rêver l'équipe de dev et de l'embarquer dans votre monde. Voilà. Et comment faites-vous pour contractualiser avec les services publics? Je suis pas sûre que ce soit. En tout cas, moi, j'étais pas sur la partie contractualisation, donc je pourrais pas répondre à cette question. Ok. Eh ben, on va laisser la place à Chloé et à sa binôme pour la prochaine présentation parce que c'est vrai qu'ils ont aussi besoin d'arriver. Donc, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à venir nous poser des questions. N'hésitez pas à nous contacter aussi par mail ou par. On n'a pas mis le lien au début. Mais n'hésitez pas à nous contacter. On répondra avec plaisir aux questions. Et on traînera dans les différentes salles entre midi et 2 ou dans la fin de matinée. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Merci à tous. Merci. Merci aux participants qui sont sur cette scène et tous ceux qui ont participé et posé plein de questions. Merci aux autres aussi. Et bonne journée à vous et bonne fin d'Agile Grenoble.